on va relever le bateau et enlever les berres. Tu regardes si t'es levé là? Et touche nulle part. Ouais, ok. 22h10, la chenille rentre. Ok. T'as vu, il vole. C'est comme une naissance. C'est son premier vol. La nuit va être longue. On va poser sur la chenille. En même temps qu'on va sangler le bateau à la chenille, on mettra les pare-battes, les haussières à bord, le long de la casquette. Ça de la marge. Hein. Moi, je suis à l'axe du bras de l'autre côté. Ok. Ça va à bord? La caisse. Là, il préfère l'avoir à bord. T'as les manilles pour dedans? la prendre au fen et l'amener là-bas. Quand Charles gagne cette route du Rhum, en fait, on avait déjà dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite. Thierry va peut-être te dire, faut faire un bateau. C'était le bon moment pour réfléchir à un nouveau bateau. De rien, on a appris pendant 7 ans. On avait beaucoup d'idées qu'on ne pouvait pas forcément adapter à cette plateforme-là. J'ai commencé à en parler à Ariane de Rothschild. Ariane de Rothschild, elle voulait quelque chose en rupture. Donc il fallait proposer quelque chose d'audacieux. Et je pense que l'audace dans la conception de ce bateau, il y en a eu. Et elle est arrivée assez vite. La première réunion, c'est quels sont les critères de performance? La première fois que je suis allé la voir, j'avais pas grand-chose à lui montrer. C'est trop raffiné pour moi, ça. En revanche, on avait quelques idées. On disait là, il y a vraiment du gain potentiel. Les idées du bureau d'études Gitana plus celles de Guillaume Berdier, ça a foisonné. On fait un G18 aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va gagner 0,1 ou 0,2 nœuds. Je retourne voir Ariane de Rothschild à printemps 2023 avec un dessin de bateau, les concepts et aussi quelques performances. On est les premiers à faire ça sur un trimaran, ça c'est sûr. Et là, sur le principe, elle me donne déjà un go. La première fois qu'on m'a soumis les plans Gitana 18, c'est vrai que j'étais très étonnée par la différence entre les deux bateaux. C'est une conception radicalement différente du bateau, mais radicalement différente. J'ai trouvé ça époustouflant. La vision de ce bateau, elle est, en termes techniques, est absolument révolutionnaire. Présentation G18, il y a vraiment des choses qui sont très innovantes. Je pense que le Gitana 18 va être très significatif sur la voile au sens large. La plateforme, beaucoup du bateau a été fait en autoclave. Des aussi grandes pièces, puis en autoclave, ça c'est une première. Ensuite, il y a la structure du bateau en elle-même, notamment de la coque centrale. Peut-être que de l'extérieur, à l'œil, ça se verra pas, mais les spécialistes savent que c'est assez différent. Après, on a tous les appendices. Alors la dérive en T, là du coup, on a le shaft toujours. Derrière ce shaft, on a toujours ce qu'on appelle nous le flattener à bord. Donc c'est le volet vertical qu'on peut régler. Et en bas, on a le plan porteur qu'on appelle en course au large l'aile de raie. La spécificité un peu de cette dérive, c'est qu'on a beaucoup travaillé la partie hydrodynamique et donc notamment l'envergure de l'aile de raie qui fait maintenant plus de 3 mètres de long, donc c'est des ailes qui sont très allongées. Elle est très grande, on est limité en surface, mais elle a beaucoup d'envergure. On a énormément déporté les plans porteurs des shafts. L'idée, c'est que les flux de la partie verticale et de la partie horizontale se perturbent moins l'un l'autre. Et c'est meilleur en cavitation, c'est meilleur en traînée, ça apporte pas mal de choses. On n'a jamais vu des safrans comme ça. Les safrans, il y a deux choses. On les a voulu très longs, on veut voler plus haut. Quand ils sont très longs comme ça, on a un problème, c'est que on veut pas qu'ils soient trop souples, parce que quand ils sont souples, on perd le contrôle du bateau. Et du coup, est venue cette idée de faire quelque chose de très raide. Donc là, les safrans ont 2 branches, voilà. Et en fait, ils fonctionnent un peu comme les 2 pieds d'un tabouret ou d'une chaise. Voilà, les deux branches tiennent le plan porteur. L'autre subtilité de ces safrans, c'est qu'ils ne tournent pas. La direction du bateau enlacé ne sera gérée uniquement que par des volets arrière, qu'on appelle des flaps. On est convaincu que de contrôler par des flaps, ça peut nous éviter beaucoup de problèmes aussi de perte de contrôle, de surcharger les safrans. C'est peut-être les pièces qui ont le plus de différence avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent sur n'importe quel genre de bateau. Ils ont 2 branches verticales et un volet horizontal. Et donc les safrans ne tournant pas, c'est vraiment ces volets qui vont être connectés à la barre et au pilote automatique et qui vont réguler
le lacet du bateau et la conduite. Sur le safran de coque centrale, comme il est lui fixe, on ne souhaite pas le remonter en vertical. On a voulu réfléchir à un système qui protège l'appendice en cas de choc avec un OFNI. Et donc ce safran est escamotable. Les foils, c'est un gros dossier. Des foils qui basculent avec des volets. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'était pas forcément un choix, c'était plus une conséquence de leur forme. Donc il n'y a plus de puits de foil, ils s'articulent autour de 3 points sur le flotteur. Voilà, donc les foils s'escamotent comme ça jusqu'à venir se cacher un peu derrière le bras. On l'appelle le foil en Y parce que l'angle est un peu comme un Y. Le plan porteur et les deux volets qui sont connectés à un gros bulbe au milieu. Et ce qui est nouveau là, c'est qu'on peut régler séparément la force anti-dérive du bateau et la poussée verticale, c'est ce qui permet de faire voler le bateau, c'est la portance. Le principe, c'était d'arriver à faire un foil performant et stable. On est toujours en fait entre ces deux contraintes-là. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment régler à l'optimum toutes les forces permettant de faire naviguer le bateau. Le mât avec barre de flèche, l'idée c'est que les barres de flèche, on peut régler de 35 degrés l'angle en vue de dessus de ces barres de flèche. Et ça a pour effet de cintrer le mât. Ouais, si on monte tranquillement, il débarque vraiment doucement. On récupère les signaux de la fibre optique pour mesurer la déformation du mât. Voilà, en reculant les barres de flèche, on va aplatir la grand voile. Et donc là, en quelques secondes, quasiment, on peut passer d'une voile très creuse, très puissante, à une voile très plate. Quand je fais avancer le mât, forcément, comme la distance s'agrandit, j'aplatis la voile. Ouais, tu vois le mât qui descend, c'est impressionnant. Il y a eu un petit bruit en face. On arrive avec peu d'énergie à changer énormément et rapidement la forme de la voile. Tu veux voir l'intérieur? La lumière si tu veux. Quand il est parti et qu'il va vite, on peut changer la forme de voile pour faire un profil aérodynamique exactement comme sur une planche à voile où on peut régler au Cunningham le cintre du mât et du coup choisir en fonction du vent la platitude de la voile ou le creux de la voile. 43. Écoute, on peut aller à 90. On a un contrôle de la puissance qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'on pouvait avoir auparavant sur un trimaran. Pour l'instant, ça marche. So far, so good. On est parti. Il fait le tour par la gauche. Sympa hein, quand ça sort. Ça fait plaisir. Le spectacle commence. Ils m'impressionnent toujours dans leur manip. Il n'est pas à bord. Celles qui sont à bâbord. Par contre, tu as les manilles et les sangles d'abord. Ouais. Il y a de l'après avant. Ouais. Qui est reponcé, mais. On va coller dans le bras. Tu vois, on voit la placard, tu vois le placard de strat. Il va se mettre sous la grue avec les étraves vers la rate. Attends qu'il attrape ses sangles à ce moment-là. Ouais. Et là, on fera notre mise en place des élingues. On a les sangles qu'il faut pour rééquilibrer le bateau s'il y a besoin. S'il y va. Levage, on va remonter un peu. Là, on commence à avoir la tension sur l'avant. T'es à l'aplomb du pied de main là? Ouais, je suis juste non. en arrière du pied de main, je vais me passer devant, je pense. Et il faut que le croc il avance encore, non? Il faudrait qu'il aille encore un tout petit peu sur bâbord. J'ai ramené 60 cm vers nous. Ouais, on remet encore 40. Ok, on met un peu de tension. Vas-y, on monte doucement. On monte à 3 tonnes, les gars. On est pas mal, je pense. Hein. Bah, surtout en latéral, peut-être, David. On est à 6 tonnes. Le flotteur, il est au-dessus de la rambarde. Là. Tu nous diras quand on est bien parallèle, avant de faire la descente. Et après, on fait notre mise à l'eau. Il pivote. On va essayer de le stabiliser. On reprend encore Yann. Écarter un tout petit peu. Encore un poil, on peut avancer encore un poil. Non, mais on est pas mal. Le pare-bat, il a passé l'escalier. On prend un tout petit peu Nico. Ok, pas plus, c'est bon. Ok. Attends, on va descendre.
Tu nous dis, David. C'est bon, Nico? C'est bon pour toi? Ok, ben garde-le comme ça. Ça te va, David? Bah, je pense que c'est limite. Il faut que tu mollisses la grue encore. Tu fais plaquer derrière, David. Ouais, ok, on plaque derrière. On shoot la grue. Mise à quai, mise en place des odes autour de la plateforme. C'est bon, on livre. Et on l'emmène de l'autre côté. Chez Gitana, chaque bateau a vraiment une personnalité graphique très forte. Donc c'est vrai que sur le Gitana 17, on a travaillé avec le Palais de Tokyo. Et ce qui m'intéressait, c'est d'amener des artistes sur ces supports. Florian et Mickaël Kistrebert. Du coup, avec les frères Kistrebert, avec qui on avait déjà travaillé, les projets qu'ils nous ont soumis étaient vraiment, j'ai trouvé, incroyables. Je trouve que leur rapport au mouvement et à la lumière est vraiment très très intéressant. Et puis, ils nous avaient présenté 2 versions, en particulier une sirène, une femme, parce que celle de Cleon était vraiment magnifique. Et celle des frères Kistrebert est totalement différente, mais tout aussi belle. Et en fait, on est parti sur les 4 sirènes qui représentent mes 4 filles. Je suis extrêmement impatiente de voir comment ce bateau à haute vitesse, comment ces points potentiellement vont devenir des lignes ou pas. Il y a du monde aux dossières. On va se mettre en place comme tout à l'heure. Je te dis, tu avais 8 personnes à bord quand même. On peut reposer 1 tonne si tu veux. Ok. On a toute la charge. Ouais, tu peux y aller. On est à combien du bâtiment, David? Ok, t'es bien, David? On est ok. bien. Ouais. Et ben on descend. On descend, les gars. Je vais devant. Ouais, t'es parfait là. Reste comme ça. C'est nickel. Reprends, Yann. Reprends un peu. Ok, devant, t'es bien. Tu peux y aller, David. Vas-y. Bon, on est nickel. Choc tout. Vas-y. Ok, il n'y a plus rien dans les sangles. On y va? Ça fait une belle plateforme. Il fera son demi-tour au niveau de Paprec. Mickaël, t'as vu qu'on était à 1 mètre à la gauche? Je crois qu'il va tourner. Flotteur bâbord et dégagé du bâtiment. Première fois qu'on le voit un peu de loin, sorti du hangar. Puis de nuit aussi, avec les lumières et tout, c'est génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait 5 heures, hein, un dimanche soir. C'est magique. Hein. C'est canon ici. Bon, normalement, il n'y a pas les... Même le passage là-bas. Ouais, le passage est... Il est chaud. Ouais. De nuit, on voit pas grand-chose. Non. Bon, c'était cool. Ouais. Allez, on ouvre. Faut ramener le croc 50 cm vers nous. C'est bon là? Ok, c'est bon. Un petit peu attiré. On peut descendre. Thomas, Mich, vous mettez chacun d'un côté, vous regardez? Top! Ok. Arrête-toi là. C'est bon là? C'est bon, Elise? Le flotteur. Ok? Bravo, Pierrot. Bravo.
Maintenant, normalement, tu sais, c'est comme les chats, il faut qu'ils restent un mois et demi avant de pouvoir ressortir pour s'habituer à sa nouvelle maison. Après, on pourra le lâcher.